Colin, du coup, on te connaît plus comme animateur radio, avec un style humoristique un petit peu décalé. Là, quand tu prends la plume, tu es sur un registre un petit peu plus psychologue et romancier. Déjà, j'ai envie de te demander pourquoi de la BD et pourquoi pas un roman, du coup. Parce qu'en fait j'avais... Bonsoir à toutes et à tous déjà, pour ceux qu'on n'a pas croisés cet après-midi. En fait, j'avais le désir pour cette histoire le premier album, qui est donc Le Voyage de Marcel Grob, qui est une histoire familiale et une histoire personnelle avec une dimension un peu complexe et presque tabou dans ma famille. J'avais le désir de raconter cette histoire pour toucher un public très large. Et assez vite, je me suis rendu compte que le meilleur médium pour ça était la bande dessinée. Pour des raisons très simples, c'est que j'ai vu, comme vous toutes et vous tous, la mutation en 20 ans de ce qui s'est passé. Et qu'aujourd'hui, c'est un cheval de Troie pour conquérir beaucoup de gens, à la fois un mélange de générations, mais un mélange de classe sociale aussi. La bande dessinée, aujourd'hui, elle entre dans des milieux populaires, dans des milieux bourgeois, dans des classes d'âge très différentes. Et il n'y a pas beaucoup de médiums aujourd'hui qui offrent ça. Hein. Je prends souvent cet exemple de dire que quand j'étais gamin, par exemple, chez moi, dans ma maison d'enfant, il y avait un écran dans une télévision. Hein. Donc il y avait 3 chaînes, 4 chaînes et Canal+ en 84. Mais donc on avait des pratiques culturelles communes en réalité. Aujourd'hui, il y a à peu près 10 écrans par maison, sur les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, et les pratiques culturelles se sont fractionnées. Et il reste 2 médiums vraiment, je trouve, transgénérationnels, c'est la radio. Je répète souvent ça, mais c'est vrai que le matin, quand vous écoutez une matinale de radio, vous l'imposez à vos gamins. Ils n'ont pas le choix, ils grandissent avec Nicolas Demorand. S'ils n'aiment pas Demorand, ils n'en prennent pas pour eux. Mais c'est le cas, quoi. Et il y a ça c'est intrusif comme média à la radio. Ça rentre dans vos maisons, dans vos salles de bain, dans vos voitures, dans vos cuisines, au petit déjeuner, donc c'est intrusif. Et la bande dessinée. C'est-à-dire que je dis souvent, laissez un album sur une table basse, dans un salon, et vous allez voir qu'un adolescent, il va s'y mettre. Il va regarder ce que c'est en fait. Un roman, malheureusement peut-être, hein. Je suis moins sûr. Et ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse Sébastien aussi, c'est qu'on réussisse à créer un dialogue intergénérationnel. Comment une gamine de 17 ans ou un gamin de 18 ans parle à son grand-père quand on a 83, par exemple. Et ça m'intéresse beaucoup. Et je trouve que ce médium-là, il est parfait pour ça. Voilà. Et toi, Sébastien, alors t'es venu à la BD comment? T'as fait des études pour ou à un moment t'es passé, je sais pas, de la pub ou de l'animation vers la BD ou... Non, moi je suis un réalisateur de cinéma frustré. D'accord. Qui avait beaucoup dessiné adolescent, enfin dans l'enfance et dans l'adolescence. Et j'ai voulu apprendre à acquérir des connaissances en dessin pour faire du storyboard, pour toujours regarder, me dire je ferai du cinéma. Puis finalement la bande dessinée c'était pour moi la meilleure idée pour encore pouvoir faire du cinéma, du storyboard et apprendre à dessiner, etc. Puis à un moment, petit à petit, ça m'a plus tellement intéressé d'aller faire du cinéma. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'était le média que j'étais en train de découvrir. Et j'avais en tête... j'ai jamais rien anticipé dans ma vie, mais le seul truc que j'ai anticipé, c'est que je me suis dit, je veux apprendre à dessiner et à faire de la bande dessinée. Mais par contre, un jour, je serai scénariste, à mon tour, mais j'aurai des choses à dire que quand j'aurai 40 ans. En fait, il y avait un peu 2 écoles dans ma génération. Il y avait ceux qui voulaient avoir le savoir technique du dessin, qui voulaient l'acquérir, et donc ils cherchaient des écoles pour ça. Moi j'étais à Saint-Luc, d'autres allaient à Angoulême. Et il y a ceux qui voulaient être auteurs. Et là, il y a toujours eu une scission qu'on a 20 ans entre des gens qui sont prêts à dire des choses, qui ont déjà des choses à dire dans le ventre, j'ai envie de dire, qui ont besoin de s'exprimer. Et puis d'autres qui se disent comme moi, en fait j'aurai des choses à dire, mais plus tard. Ouais. J'ai besoin de par contre, et puis surtout, il faut le dire, l'apprentissage du dessin, c'est un Everest. Donc j'admire ceux qui font les deux de front, mais moi c'est vrai que j'avais besoin de faire les choses par étapes. Alors, j'ai fait aussi un peu d'animation aussi, toujours pour me consolider en dessin, et puis aussi pour multiplier mes expériences dans le dessin, pour expérimenter tout ce qu'on peut faire en dessin. Tu as commencé avec quand, du coup, dans la BD? Dans la BD en 98 avec Tower.
C'était un polar. C'était D'accord. une belle époque pour le polar. Hein. Il y avait c'était 10 ans après 13, mais disons qu'il y avait encore cet élan créé par Van Damme des polars populaires en série. C'est le début d'IRS aussi, enfin tout ça. Et puis Donc voilà. ça, c'est le premier album que tu dessines du coup. Ouais, absolument. absolument. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais est-ce que t'as fait de la couleur aussi? Est-ce que t'as bossé sur Spoon et White du coup? J'ai fait ouais, effectivement. Du premier c'est en attendant. Je me suis demandé si c'était vrai ou pas. C'est vrai. En attendant de Ouais. trouver un contrat, moi, j'étais à cette époque-là avec mon meilleur ami Simon Leturgy, D'accord. qui lui avait la chance d'être déjà publié. Et moi, je rongeais mon frein, il a proposé des projets et il a été adorable parce qu'il m'a donné cette opportunité Sur le de premier Spoon et White. voilà, de Qui est quand sortir même un un album culte pour moi. Ouais, c'est vrai, Ah je ouais, lui dirais. carrément. Et du coup, de me sortir un peu de mon petit état Ouais. de RMI et de me donner un peu d'air. Donc c'était Ouais, bien sûr, ouais. très chouette. Et du coup, sur les projets de Philippe, vous vous rencontrez comment? C'est l'éditeur qui vous met en relation ou... Oui. Là, justement, pour moi, mon parcours m'amène à. Donc, moi, j'étouffe un peu dans ce format de 46 pages. Oui, tu fais où je suis beaucoup que de polar, dessinateur à et l'époque, en plus, je décide de dire bon, le prochain, stop, je fais vraiment le bouquin que je veux faire. D'accord. Et du coup, je me tombe dans les mains un roman, alors que je voulais absolument écrire mon truc, Ouais. et un roman qui me sert sur un plateau une histoire géniale, très compliquée à adapter, mais je l'adapte. Et j'envoie mon dossier à Sébastien Gnedig, notre éditeur de chez Futuropolis, qui me répond pas. Il me répond pas, je suis un peu frustré, j'ai Ouais. plus aucune solution, j'ai un peu tout mis, j'ai fait un peu tapis pour Ouais. ceux qui jouent au poker. Et 2 mois après, il me rappelle, au moment où moi je suis en train déjà de lire d'autres scénarios pour essayer de survivre, et il me dit j'espère que c'est pas trop tard, ça m'intéresse énormément, mais je voulais lire absolument le roman pour savoir comment tu avais adapté. C'est-à-dire que moi je rends quand même hommage à cet éditeur Ah oui. qui non seulement reçoit des projets, lit, c'est quand même assez hostile, une présentation de bande dessinée, c'est-à-dire qu'il y a un gros paquet de scénarios, il n'y a que juste 2-3 pages, etc. Mais lui se dit non, je vais voir comment il a adapté le bouquin. Il lit Donc le il lit le roman. bouquin, et là il trouve que j'ai fait un travail d'adaptation intéressante, et c'est ça qui est intéressant, et moi je travaille là-dessus. Quand Philippe, lui, amène chez Futuropolis, peut-être je peux te laisser raconter, Philippe, du coup, ton arrivée chez Futuropolis. Est-ce que tu cherches un auteur du coup? En T'arrives fait, avec une histoire? j'ai ce désir de faire une bande dessinée, donc j'ai écrit un scénario d'une personne qui ne sait pas écrire pour la bande dessinée. Moi, je viens plutôt du cinéma dans ma culture, donc j'ai aussi écrit une sorte de scénario qui était plutôt fait pour de l'image en mouvement, par exemple. Mais bon, j'ai quand même toute ma trame, etc. et tout ça, et je me dis, je tente ma chance. J'aime beaucoup Futuropolis, parce que dans cette logique de trouver un médium populaire, Futuropolis a cette vertu de pouvoir, elle, brasser des milieux sociaux. Et je me dis, tiens, ça a un éditeur intéressant. Donc j'envoie mon scénario, et très vite il me rappelle, il me dit, ok, ça nous intéresse beaucoup, on va te le prendre. Et donc moi, comme je racontais hier soir, en fait, comme un enfant, je me dis, c'est génial. C'est Noël. Ouais. Et là, je commence à prendre le catalogue Futuropolis et me dire, lequel je prends. Après tout, c'est moi le patron. Bah ouais, Lequel je prends. Alors je vais prendre lui et lui. Donc j'ai dit, en fait, je veux lui et lui. Et on me dit, ah non, c'est pas comme ça que ça marche du tout. Ah ouais. Un couple, c'est très dur à mettre en place sur la création. Et donc du coup, il faut trouver la bonne personne, le bon caractère, le bon tempo, la personne qui va être capable d'eux. Et Sébastien Gnedig me dit, je connais un mec qui n'est pas tout à fait disponible tout de suite, qui termine un travail d'adaptation d'un roman. Ton scénario est arrivé, il a une vertu littéraire, et peut-être que du coup Sébastien pourrait adapter avec toi ce corpus de texte pour en faire un scénario de bande dessinée. Donc il faut patienter et attendre de voir si ça marche avec lui ou pas. Et donc en fait on s'est rencontrés à Angoulême, au festival d'Angoulême, parce qu'on était tous les deux là, moi pour la radio et Sébastien en tant qu'auteur de bande dessinée. Et du coup, on s'est rencontrés, très vite ça a matché. En fait, c'est le talent aussi d'un éditeur. Ouais, Ça, ça paraît anodin, mais c'est très important. C'est-à-dire que comment quelqu'un a le flair d'une entente entre deux personnes qui ne se connaissent pas du tout, qui ont des parcours très différents, mais qui ont peut-être des aspirations communes, et puis un âge commun.
Tout d'un coup, il y a des tranches d'âge dans la vie. Hein. Oui, bien sûr, Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut changer de vie par moment. Voilà. Et je pense que Sébastien et moi, on se retrouve aussi là-dessus. Comme une association en vérité. Et Sébastien me dit, voilà, on va essayer de vous mettre ensemble, et effectivement, très vite, on s'aperçoit que ça match très bien. Et on a continué à travailler sur ce projet que moi j'avais, tous les deux. Et on s'est aperçu en effet qu'on était très complémentaires. Et donc moi je suis venu beaucoup à Toulouse voir Sébastien pour travailler, parce que je vis à Paris et Sébastien vit à Toulouse. Et on a commencé à cheminer comme ça, et on s'est aperçu que ça prenait. Et que moi j'étais très rassuré, parce que je confiais quand même une sorte de trésor pour moi à quelqu'un, et qui allait s'en emparer avec moi. Et le coup du hasard, et ça Gneidig ne le savait pas, c'est que dans la vie de Sébastien, il y avait des malgré nous. Parce que c'est une histoire sur des malgré nous, donc bien sûr, assassin en relais de force en armée allemande, et ça Sébastien Gneidig ne le savait pas. Donc ça c'est le coup du sort, mais parfois le sort est merveilleux et puis réserve des belles surprises. Donc du coup c'est vrai qu'on s'est très vite retrouvés. En fait j'arrivais avec une personne qui savait ce qu'était un malgré nous. Ce qui est loin d'être le cas en France aujourd'hui. Et puis en plus, qui avait complètement conscience que c'était pas connu, parce que moi, c'est arrivé dans ma famille par ma compagne. Donc c'était, je rencontre ma compagne qui me dit, moi, mon grand-père, il était nazi. Voilà, histoire de genre. D'accord, ok, d'accord, ça pose. Là, ok, d'accord. Pour un repas de famille, okay, tout de suite, ça met l'ambiance. Je comprends très bien qu'on passe des tests à ce moment-là. Est-ce qu'on s'en fout, est-ce qu'on reste? Bon, voilà. Toi t'es resté en fait. Non mais c'était une géniale provocation, c'était une provocation assez géniale. Pas mieux. Voilà, c'était quand même assez... Voilà, et puis effectivement, j'avais déjà eu un colocataire qui était lorrain et qui me parlait des malgré nous, et puis ce problème avec les Allemands que je ne comprenais pas du tout. Oui, bien sûr. Donc vous avez tous les deux de la famille alsacienne du coup moi en direct et Sébastien par alliance. Voilà, pardon. Ouais. Mais je voulais juste, si vous me permettez, revenir sur l'arrivée de Philippe à Futuropolis, c'est qu'il arrive avec cette idée aussi de faire... il a cette idée qui est vraie, ce scénario qu'il porte, qui lui tient à cœur, vraiment. Il veut effectivement un bel écrin il veut Futuropolis, parce que c'est vrai que moi je suis très très fier de la fabrication de Futuropolis. Quand on a un livre de Futuro dans les mains, on sent quand même qu'il y a quand même un souci du détail. Oui, bien sûr, tout à fait. Pour toutes ces raisons. Mais moi, je connais quand Sébastien Gneidig me dit c'est Philippe Collin, je sais pas si tu connais, et moi je le connais par cœur, entre guillemets, je connais par cœur son travail. Régulièrement. C'est-à-dire que les auteurs de BD, en fait, ils écoutent beaucoup la radio. Ouais, donc, c'est vrai. Et à l'époque, je veux dire, quand je commence à découvrir Philippe, ce que fait Philippe à France Inter avec la bande à Bono et ses premières émissions, ils sont pas nombreux à défendre la culture populaire. Et on est dans les années fin 90-2000, on est affamé de reconnaissance, les auteurs de BD. On est tout à fait ostracisés, on est tout à fait déconsidérés. Et effectivement, les premières personnes qui nous amènent sur des médias de référence comme France Inter, effectivement, et je crois qu'il y a toujours une espèce de gratitude par rapport à ça. Il y avait aussi Rebecca Manzoni qui nous précède d'ailleurs, qui a beaucoup promu la bande dessinée sur France Inter. Du coup, moi, quand on me dit Philippe a un scénario, etc., et voilà, moi je suis déjà assez emballé. Effectivement, après ça continue, les malgré nous. Enfin, il y a une espèce d'enchaînement assez magique en fait sur effectivement, ça fait beaucoup. Une espèce de logique un peu. En plus c'est vrai que c'est pas un sujet facile. Du coup, toi, ta famille, comment ils ont comment déjà tu as été au courant de ce passé en fait au sein de ta famille, et puis comment ta famille a pas, je disais, accepté, mais a pris ton album en fait, parce que ça va pas être évident ça aussi. Alors la première question, c'est comment je suis informé de ça. C'est qu'en fait, depuis que je suis gamin, je sais que ce grand-oncle, qui est d'ailleurs un grand-père de remplacement, parce que mon grand-père est mort quand j'avais 1 an. Donc, mon grand-père, je ne l'ai pas connu, mais donc cet oncle a pris cette place-là dans ma vie. Une personne débonnaire, que j'aime beaucoup, profondément, et qui me voit grandir, et qui est en plus... je viens d'un milieu assez populaire, assez modeste, mais lui a un peu mieux réussi que les autres. Je dis ça parce que quand on est enfant, par exemple, dans les années 80, prendre l'avion, c'est extraordinaire. Et j'ai pris l'avion pour la première fois grâce à lui. Vous voyez, ça c'est important de le dire, parce que tout d'un coup, ça crée un rapport à un vieil homme qui est
important parce qu'il y a à la fois un homme qu'on aime et puis qui vous propose autre chose que votre modeste vie d'enfant de prolo un peu, voyez. Et donc du coup, je l'aime beaucoup et je sais depuis gamin qu'il a fait la guerre avec les Allemands. Bon. Mais il est comme les 120 000 Alsaciens mosellans, malgré nous. Donc il n'a pas eu le choix, il a fait la guerre du côté allemand parce que c'était comme ça avait été annexé de fait, et les jeunes hommes ont dû endosser l'uniforme allemand, malgré eux. Et j'entends ça très bien. Et puis un jour, à la fin d'un déjeuner d'été, j'ai 18 ans, il a un camarade avec lui qui est là tout le temps dans ma vie, il s'appelle Antoine, qui est d'ailleurs dans l'album, hein. Ouais. Et il parle, à chaque fin de déjeuner, il y a du schnapps, quoi. Le schnapps, c'est la sang. Schnapps. Pas le truc léger. Et ça commence à parler alsacien. Et moi, je pige pas un mot en alsacien. Ouais. Mais sauf que j'entends, il y a des mots internationaux. Hein. Waffen-SS en alsacien, c'est Waffen-SS. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, voilà. Et j'entends ça plusieurs fois dans la discussion. Et je demande au frère de mon père, je sais pas pourquoi il dit Waffen-SS tout le temps, je comprends pas trop. Et je crois qu'il était. Et mon oncle me dit, mon frère de mon père, il me dit, mais il était Waffen-SS, Marcel. Ah, il était pas dans la Wehrmacht Et je depuis. dis, quoi? Il dit, oui, pas dans la Wehrmacht, qui est l'armée régulière, Ouais. et qui est le cas de 90% des Ouais, malgré nous, c'est tout à la fait, Wehrmacht. Parce que pour être dans la Waffen-SS, il faut être engagé volontaire. Donc il faut prêter serment à Hitler. Et je dis, attends, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on me raconte depuis que je suis gamin. S'il est Waffen-SS, il est nazi en fait. Et mon oncle me dit, mais non, c'est plus compliqué. Je dis, quoi, c'est plus compliqué? C'est quoi l'embrouille? Il est Waffen-SS, il est Waffen-SS, quoi. Et donc pendant 2 ans, j'ai questionné Marcel beaucoup. En étant un peu vindicatif, sans doute dans une forme de harcèlement, même, Ouais. pour qu'il m'explique ce que ça voulait dire pour lui dans sa vie, quoi. Et en fait, je me suis affronté à un mur, à un agacement, une colère, un silence. Ouais, ça brouillait ta relation. Et je me suis dit, ok, au bout de 2 ans, en fait, il me pipote. En fait, il peut pas me dire qu'il est nazi, en fait. Et donc, il me disait souvent, dégage, truc qu'on peut pas comprendre, etc., etc. Donc, il s'est beaucoup énervé. Donc, moi, j'ai rompu avec lui, Ah oui, carrément. en 95. J'avais 20 ans. En disant, ok, bah, c'est bon, je peux le voir, quoi. Ouais. En fait, il est mort en 2009. Je l'ai pas revu. Et je suis pas allé aux obsèques. En me disant, j'irai pas aux obsèques d'un SS. Pensant par ailleurs que dans l'église, j'aurais peut-être des copains SS. Donc je me suis dit, en fait, je fais pas ça. Et en 2012, le frère de mon père me dit, j'ai un truc entre les mains qui peut t'intéresser, parce que j'ai fait l'étude d'histoire, donc tout le monde pense que je suis historien de la famille. Donc, hein. Oui, bien sûr. Et elle me dit, bah, en fait, j'ai un truc qui peut t'intéresser, c'est le livret de solde allemand de Marcel. Je dis, ouais, ça m'intéresse, parce que je veux savoir ce que c'est que cette histoire. Donc il me le fait parvenir. Et donc je le regarde, je comprends pas tout, c'est un dossier assez épais, il y a plein d'éléments de détail, je comprends pas, je vois qu'effectivement il y a le signe de la Waffen-SS, etc. Mais je le montre à un ami historien qui est l'auteur du dossier pédagogique, Oui, qui est à la Christian Ingrao, qui est vraiment un des grands spécialistes mondiaux du nazisme. Et il me dit, ah ben en fait ton oncle il appartient aux 10 000. Je dis, c'est quoi les 10 000? Il me dit, ben c'est les 10 000 enrôlés de force en juin 44, enfin de mars en gros à octobre. C'est vraiment la fin de la guerre, du coup. Exactement, et il y a 10 000 Français qui ont été enrôlés de force. Il le sait, je ne vais pas vous raconter pourquoi, c'est des détails techniques, mais et effectivement, je m'aperçois que je me suis trompé. Que je me suis complètement trompé, qu'en fait, il est enrôlé de force. Que c'est pas du tout involontaire. Comme 10 000 autres gamins, et on les connaît aujourd'hui, hein, depuis 95, il y a des études d'histoire, etc. Et on sait qui c'est. C'est un groupe, une classe d'âge, la classe 1926, 26, 27, 28, voilà, au fur et à mesure que les mois passaient, qui ont été enrôlés de force, quoi. Donc des gamins qui avaient 15, 16, 17, 18 ans. Et je veux juste dire que le détail technique dont tu parles, c'est quand même, ça ne laisse aucun doute sur Oui, le fait voilà, qu'il était enrôlé de force. Enrôlé de force, C'est quelque chose qui est consigné Voilà. sur le carnet de solde. Voilà. Et le carnet de solde, si un jour vous pouvez le voir, il y en a On en trouve plein, on en trouve plein sur Internet. C'est d'une précision phénoménale. C'est-à-dire qu'ils sont... C'est aussi une espèce de logique de contrôle nazi. On aperçoit la bureaucratie nazie à voilà, travers le livret, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et donc c'est vrai que Sébastien a raison de préciser, c'est qu'en fait, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que... Et puis Christian Ingrao m'a vraiment démontré que c'était impossible autrement. Et donc du coup, j'étais pris évidemment de regrets, de remords et de culpabilité. Donc voilà. Donc j'étais à l'époque, j'étais en quotidienne à la radio, je faisais le 18-19. Et je me suis arrêté, j'ai dit que j'allais arrêter le 18h, parce que je voulais du temps pour travailler et pour écrire cette histoire. D'accord. J'ai commencé en 2013. D'accord. Voilà. Où j'ai passé 2 ans de documentation, etc. Bon, j'avance plus vite. Et alors, pour revenir à la deuxième question, c'est que donc, ce livre existe grâce à Sébastien et Futuro. Et puis la réception dans la famille, elle est compliquée. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est, pour certains, heureuse, cette arrivée.
pour d'autres très malheureuses. Dans le sens où on a fait un choix avec Sébastien, et qui était un choix assumé par nous deux, et qui était d'ailleurs quasiment au départ chez moi, c'est de laisser la lectrice et le lecteur juger Marcel. À la fin du livre, on laisse chacun d'entre vous prendre une décision. Marcel est-il coupable ou pas? Il y a plein de débats qu'on peut avoir sur des gamins, on le maquille, hein, donc on a laissé le choix au lecteur. Et en fait, ma famille, une partie de ma famille était très en colère parce que, à ne pas dire, à ne pas écrire clairement qu'il n'était pas nazi, on pouvait laisser entendre que Marcel avait été nazi. Parents, frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, grands-parents sont déportés en Silésie, en Pologne. Voilà ce qui pèse sur ces gamins. Ouais, donc il ne leur laisse pas tellement le choix non plus. Ah, la question est posée. Voilà, ouais.